Très certainement, vous souvenez-vous de ces émissions étonnantes, dérangeantes même peut-être, et qui nous ont véritablement mis au défi, qui nous ont demandé de revoir complètement nos croyances par rapport à ce que nous avions appris de notre monde, histoire et géographie comprises. Il s'agissait essentiellement de Il n'y a pas de forêt sur Terre et des émissions de New Earth Channel, notamment les faux volcans, la Terre une carrière à ciel ouvert et mégalithes cultivés. Alors, souvenons-nous déjà qu'il y a un courant, notamment autour de Tartaria, tout ça, de l'ensevelissement, qui émane de Russie. Oui, ce besoin qu'ont toujours les peuples de prouver qu'ils ne sont pas les laissés pour compte de l'histoire et que l'histoire des vainqueurs a été écrite sans eux et les a dépossédés de leur véritable grandeur. Oui, parce qu'il y a ça derrière. Il y a une forme de nationalisme. Tartaria serait la civilisation mondiale grandiose. Il y aurait encore à dire sur Tartaria et ce n'est pas le sujet du jour. Mais il existe de nombreux biais de raisonnement, ainsi que de nombreux éléments qui véritablement posent question, comme toujours, habilement mêlés. Et les personnes qui sont véritablement convaincues de ce qu'elles racontent peuvent être parfois très convaincantes elles-mêmes, et surtout être elles-mêmes sujettes à des confusions et des manques de culture, et oui, qui conduisent à des analyses à l'emporte-pièce, un peu trop rapides, et des conclusions encore plus aberrantes. Alors nous allons reprendre plusieurs de ces émissions, un peu à la fois, parce que je les avais juste traduites, mais elles mériteraient qu'on analyse bien plus à la fois les documents présentés et l'explication de ces documents. Alors la capsule sur les faux volcans et autres manifestations géologiques de l'extrême s'ouvrait sur la catastrophe de Nakhalovka. Alors ce que je reproche à cette personne-là, c'est qu'elle ne nous donne jamais les références. J'ai dû les trouver moi-même, et souvent avec une grande difficulté, et parfois je ne les ai pas trouvées. Alors là, on apprend que du côté de Donetsk en français, c'est en Ukraine, il y a eu une éruption. Environ 33 000 mètres cubes de lave fondue a englouti un village entier, ainsi que ses habitants vivants. Des habitants qui ne se doutaient de rien. 33 000 mètres cubes. Ailleurs, on trouvera 35. Mais je ne pense pas que ce soit par hasard. Notons que la catastrophe s'est produite en 1966. En 66, 33 mètres cubes. Et la même année, en 66, il y a un autre événement sur lequel nous reviendrons, qui se produit celui-ci en Écosse. Les images que nous voyons sont des images d'illustration de volcans où, allez savoir, il n'y a pas eu d'image. Il y a eu des photos après. Alors cette éruption de 1966 à Nakhalovka qui a tué une trentaine de personnes, non peut-être 18, et ne provenait pas d'un volcan, mais d'un cône de déchets miniers. En français on dit un terri. Et comme il y a eu des Français qui sont allés en tant qu'ingénieurs en Russie, le mot russe, je l'ai appris en faisant mes recherches, est terricone. On apprend que la couverture médiatique a été minime, et on comprend aisément pourquoi. Alors j'ai fait moi-même mes recherches pour essayer de corroborer tout ça, voir si c'était caché ou au contraire, ou qu'est-ce qui en était dit, mais c'est sûr que ce genre d'événement peut très facilement nous mettre la puce à l'oreille et nous faire comprendre que si une éruption minière, si une éruption accidentelle de déchets miniers ressemble à s'y méprendre à une éruption volcanique, ne pourrions-nous pas nous poser quelques questions sur la nature véritablement volcanique des volcans? Mais bien sûr, pour ça, il faut être au moins un tout petit peu hérétique dans la pensée. Alors, même si j'ai des rudiments en russe, je ne le lis pas, je ne le comprends pas, je peux déchiffrer un certain nombre de choses, ce qui m'a aidé à faire des recherches justement sur cette catastrophe 1966, catastrophe de Donetsk et Aberfan. Aberfan, c'est celle d'Écosse. Alors j'ai lu aussi un article qui était critique, qui critiquait justement ce qui avait été dit, mais pas dans le sens hérétique, pas dans le sens conspi du tout. Lisons quelques extraits. La mort secrète du village de Nakhalovka. 1966, le pays célébrait le 1er mai et se préparait pour le jour de la victoire. Seuls les services de sécurité et les experts scientifiques connaissaient la vérité sur ce qui s'était passé à Dimitrovo. Alors on dit Donetsk, Dimitrovo, Nakhalovka, c'est les différents puits, les différentes dénominations, j'en sais pas plus. L'explosion d'un terri avait ravagé un village faisant plus de 60 victimes. La catastrophe d'origine humaine
Alors, à d'autres endroits, il est dit qu'elle n'est pas d'origine humaine. Ça, c'était pour mettre hors de cause les responsables de la mine à l'issue de l'enquête. Donc, catastrophe d'origine humaine. Les scientifiques avaient sonné l'alerte par rapport au risque. Elle pourrait se reproduire aujourd'hui. Rares sont ceux qui se souviennent de cette tragédie sans précédent de 1966. 66, ouais. Pendant de nombreuses années, tous les documents relatifs à l'incident, y compris les rapports d'enquête, ont été classifiés. Alors voilà comment j'ai pu retrouver la trace en faisant faire par l'ordinateur une traduction automatique. Là, nous avons le nom Nachalovka. Le 10 juin 1966, vers 22h45, un glissement de terrain incandescent s'est produit dans la partie nord du terri numéro 1, accompagné d'importantes émissions de fumée et de poussière. En conséquence, environ 35 000 mètres cubes de déchets, là on n'a pas 33, vous notez, ont été déplacés jusqu'à 240 mètres de la base du terri. La hauteur de la couche à la base du terri était de 3 à 6 mètres et diminuait progressivement jusqu'à 0 sur une distance de 280 mètres. Extrait du rapport de la commission daté du 17 juin 66. Alors un glissement de terrain incandescent, d'importantes émissions de fumée et de poussière, dans d'autres circonstances, on appellerait ça une éruption volcanique, surtout quand c'est suite à concomitant en tout cas à une explosion d'un cône. Là nous avons un témoin oculaire, expert scientifique et universitaire. Les accidents les plus graves dont je me souviens étaient liés à des crues. L'explosion d'un terri à la mine de Dimitrov appartenant au groupe minier Krasnayo-Eysk-Ougol en est un exemple. Cette année-là, début mai, de fortes pluies se sont abattues sur la région. Ces pluies ont provoqué un glissement de terrain sur l'un des terris. Une partie du terri a glissé. Alors que cette masse pesant des centaines de tonnes dévalait le terri, une fissure volcanique, oui, vous avez bien entendu, une fissure volcanique s'est ouverte. Le changement brutal de température et l'afflux d'eau ont provoqué une explosion. Alors, dans plusieurs vidéos, on voit des petits malins et des petits expérimentateurs qui font fondre du sel, qui le portent à incandescence dans un creuset et qui le versent dans de l'eau. Alors, on a des explosions et des phénomènes intéressants d'eau qui débordent ou carrément des explosions. Dans une vidéo ancienne de Divergent, qui avait une chaîne YouTube, cet espagnol qui faisait toute la série des vidéos conspi possibles et imaginables. Cette chaîne malheureusement a disparu manifestement. Il y avait une capsule qu'il avait intitulée Molten Salt ou est-ce que la lave est du sel fondu, en gros un résidu de carrière. Il y avait des images comme ça où il y a de la lave qui se déverse dans l'océan et lui se demandait carrément si ce n'était pas des résidus d'industrie minière souterraine et cachés à nos yeux. Mais nous y reviendrons. Une véritable éruption volcanique. Car nos terris sont composés de couches de roches, de charbon extrait de la mine et de nombreux autres éléments, notamment des terres rares et même du charbon lui-même. Tout ça, ça peut être très inflammable. La température au centre d'un tel terri, surtout s'il est conique, écoutez bien, surtout s'il est conique, dépasse les 3000 à 4000 degrés Celsius. Il existe une belle chanson sur Donetsk, une ville aux terris bleus, une ville de peupliers argentés. Mais ces terris bleus ne sont pas qu'une simple métaphore poétique. La nuit, une lueur se dessine au-dessus d'eux. Cette lueur bleue est due à la température élevée qui règne à l'intérieur des terris, ainsi qu'au rayonnement des terres rares. Et la moindre averse sur un terri peut avoir des conséquences catastrophiques. Alors il y a de quoi se demander si les aurores boréales ne seraient pas elles aussi liées à des phénomènes tout à fait différents de ceux qu'on nous annonce. Si vous voyez un terri de plus de 50 mètres de haut, sachez qu'il représente déjà un danger, surtout s'il est conique. Prenons l'exemple d'un terri en activité, c'est-à-dire un terri où la mine continue de transporter des déchets. Sous l'effet de la chaleur, les rails se déforment, les traverses et les câbles brûlent. La chaleur qui s'échappe des profondeurs d'un tel terri peut être mise à profit en forant des puits. Bref, vous avez compris, il s'agit de récupérer toute cette énergie. L'eau provenant de la mine a également fragilisé les fondations, etc. Les nouvelles mines n'ont pas de terri conique. Tous les terris sont désormais plats, mais les anciens fermés ou encore de fermeture sont des zones de feu. Mettons ça dans un coin de notre tête, les terris coniques et les terris plats. Alors tout ce bassin minier qui fournissait l'Union soviétique, ce bassin minier, c'est la région de Donbass.
Donbass, en français. Curieux, non? Un terrain d'enjeu très spécifique. Minier, industriel, source de richesse en tout cas. La même année, 1966, le désastre minier d'Aberfan, 21 octobre. Alors j'insiste, il n'y a pas eu de couverture médiatique, en tout cas très très peu. Il y a eu des personnes qui ont été brûlées vives, ça a quand même été terrible. 18 morts seulement, heureusement, 32 personnes blessées, à la suite du glissement de terrain sur le terri numéro 1. C'est le nom qui a été donné à l'accident. Glissement de terrain sur terri numéro 1. Donc le déversement des déchets a cessé, et le transport des déchets s'effectue désormais par téléphérique, créant un terri plus plat. À la fin, il y a une petite réflexion, on ne sait pas de qui elle émane. En observant les alentours, je ne pus m'empêcher de penser au tableau « Le dernier jour de Pompéi ». Alors parlons-en de Pompéi, les dépouilles mortelles de plus d'1 millier d'habitants. Mais tout ce qu'on voit, c'est des moulages. Des jolis moulages. Peut-être même des sculptures. Ah non, quand même. J'ai réussi à trouver ça, scanner d'un moulage de Pompéi. Scanner d'un moulage de Pompéi. On y distingue les restes squelettiques emprisonnés à l'intérieur du plâtre. Oui, parce qu'ils ont coulé du plâtre dans les vides. C'est un peu incompréhensible comment ils ont fait. Alors, savoir si tout ça est vrai, c'est un peu difficile. Lors de la réalisation de ces moulages, certains os ont parfois été retirés, mais la plupart sont restés dans la cavité laissée par le corps dans les cendres. C'est ça, le corps a été mangé, mais autour ça a fait un vide, donc on a pu mouler. Quand on observe les moulages de Pompéi en vrai, on comprend vite qu'ils ne sont pas de simples statues en plâtre, il y a bien des ossements humains à l'intérieur. Les tissus mous ont disparu depuis longtemps, mais les os, eux, ont survécu. Scanner corporel d'un garçon de 4 ans, victime de la destruction de Pompéi. Ces scans ont permis d'observer l'intérieur des squelettes des victimes, révélant que leurs dents étaient en excellent état, une combinaison de leur régime alimentaire et de la présence de fluor dans leur eau. Ça, c'est encore du blabla idéologique. On ne précisera pas, bien sûr, qu'il s'agit de fluorure et non pas de fluor, de fluorure de calcium et non pas de sodium, comme nous avons dans les dentifrices, le fluorure de sodium qui nous renvoie, bien sûr, au sous-produit de l'extraction minière, puisque le fluorure de sodium est un sous-produit, si je me souviens bien de ce que j'ai lu, de l'extraction de l'aluminium. Bon, donc les victimes de Pompéi sont mortes en bonne santé, on est ravis de l'apprendre. La technique du plâtre coulé sur les victimes pétrifiées fut inventée en 1886 par l'archéologue italien Giuseppe Fiorelli, et cela a permis de déplacer les victimes trouvées sur le site et de préserver leurs restes de la désintégration. Cependant, bien que le moulage ait permis aux archéologues de noter précisément les détails externes de chaque corps, dont les expressions faciales et les habits, ils ne pouvaient aller plus loin et n'avaient pas accès aux matières organiques comme les dents et les os à l'intérieur. Alors ça, non mais sérieux, ça c'est un moulage? Il y a même la trace des cheveux, on dirait, non? Non, je me trompe? Lave incandescente, j'en sais rien, mais les cheveux ça crame quand même assez vite là. Et puis il y a des trous. Il n'y a pas des globes. Enfin, j'en sais rien, je comprends pas. Ça, c'est typiquement ce qu'on ferait si on prenait un petit bloc de terre. Il n'y a pas beaucoup de détails, notamment anatomiques. Tout est assez lisse. C'est très joli. Mais ça, c'est pas un moulage. C'est un modelage. Bon, puis bien sûr, on va apprendre des choses. Notamment, les amants de Pompéi. Devine. Allez, je te le donne en 1000. Parce que cette dernière scène, là, du film... Apparemment, c'est un film assez violent, brutal. N'amenez pas les enfants. Ça se finit sur le baiser des deux héros. Les amants. Les amants de Pompéi. Non, c'est pas une vue de l'esprit. Bon, c'est un petit peu un clin d'œil à la scène finale des Visiteurs du soir, avec le diable qui transforme les amants en statues de pierre, mais leur cœur continue à battre. Ah oui, l'amour est plus fort que tout. En tout cas, ils s'embrassent avant d'être rattrapés par la nuée incandescente.
Ça fait référence aux amants, les amants de Pompéi. Alors, ils sont pas enlacés, ils sont pas debout, ils sont allongés et on les a appelés les amants. Des analyses génétiques suggèrent que le célèbre couple de Pompéi, figé dans sa position enlacée, ils sont pas vraiment enlacés, hein, vous allez voir dans un instant, par l'éruption du Vésuve, serait constitué de, si tu le sais, de 2 hommes. Ouais, de 2 hommes. Archéologie, les amants de Pompéi étaient 2 hommes. Bah, ça ressemblerait même presque à une fellation, si on regarde bien. Hein. Bah, si. Un peu, quand même. La scène autour m'a évoqué les derniers jours de Pompéi. La colline qui est rentrée en éruption n'était pas un volcan. C'était un monticule de déchets qui est en réalité entré en éruption. Parmi les 580 monticules de déchets de la zone, 114 ont un cœur en fusion à cause des réactions chimiques qui se produisent à l'intérieur de ces montagnes artificielles qui sont constituées de déchets de l'industrie minière. Et ces monticules de déchets ne font pas que se comporter comme des volcans, ils ressemblent exactement à des volcans. Alors là, nous allons suivre un peu le commentaire en parallèle. On va accélérer un petit peu le tempo. Là, nous avons différents types de volcans, notamment le cône de cendre, le deuxième. Alors selon notre chercheuse, la plupart de ces volcans à cône de cendre sont en fait des tas de scories. Et c'est assez convaincant. Hein. Oui, parce que comment est-ce qu'on peut savoir que ce sont de vrais cônes de cendre ? Cône de cendre. Regardez ça c'est Wikipédia en anglais. Un cône de cendre ou cône de scorie. Ça alors ? Cône de cendre ou cône de scorie. On est en train de parler d'un volcan naturel ou on est vraiment en train de parler d'un résidu d'industrie minière ? C'est fou parce que dès la première phrase, en fait, on ne sait pas. Et si nous regardons l'image, ça ne nous en dit pas tellement plus. Fragments de roche, cratère du cône de cendre, cheminée centrale. Schéma de la structure interne d'un cône de cendre typique. Ça alors ? Un cône de cendre ou cône de scorie est une formation conique de fragments pyroclastiques tels que des cendres volcaniques, clinkers, je ne sais pas, ou des scories qui ont été construits autour d'une cheminée volcanique. Construits ? Ça alors ? Les fragments pyroclastiques sont formés par les éruptions explosives ou des fontaines de lave à partir d'une cheminée unique, typiquement cylindrique. On a de la lave chargée de gaz qui explose. Bon, c'est typiquement la description de l'événement, comment ils nous ont appelé ça, l'événement de la Khalovka. Alors voilà des cônes de cendre. Et ça, si je comprends bien, National Monument, réserve et monument national, des parcs, tout ça, volcans. Donc ça, c'est censé être un volcan naturel. Bah, c'est un terri. Et alors là, dans cet article, on apprend que les cônes de cendre constituent le type le plus commun de volcan dans le monde. Donc un cône de cendre, c'est un volcan. Mais en lisant Wikipédia, on croit que c'est un résidu d'industrie minière, tel que c'est écrit. C'est fou, non ? Et les cendres au volcan Capulina, ce sont des petits résidus ou scories. Scories, c'est le terme des résidus d'industrie minière. Pas uniquement, il est vrai, mais ce sont les mêmes termes, ce sont les mêmes formes et ce sont les mêmes phénomènes.
Après, nous parlerons des projections de roches basaltiques. Plus exactement, nous en parlerons quand nous réétudierons Il n'y a pas de forêt sur Terre. Oui, parce que c'est aussi un gros morceau. Il y avait tellement de données que ça constitue une espèce de plongée en apnée directe qui est trop violente pour la plupart d'entre nous parce que il faut faire trop de recherches tous azimuts pour arriver à comprendre de quoi il est question. Mais nous parlerons du basalte. Nous avons le dôme de lave. Un dôme de lave est une structure volcanique composée d'une masse de lave dont la viscosité élevée l'empêche de s'écouler sur les flancs d'un volcan, obstruant ainsi le point de sortie de la lave. Bon, il s'en suivra, comme vous vous en doutez bien, une éruption explosive, avec un panache volcanique et des nuées ardentes. Mais justement, c'est sans doute le moment de parler de ça, la problématique des échauffements de terri. Alors là, on voit que c'est un document vraisemblablement français-européen. On a d'abord le drapeau européen, sans doute le drapeau français, et INERI, c'est l'agence gouvernementale ou je ne sais trop quoi. Un document récent, 2023, avec le blabla, maîtriser le risque pour un développement durable. Synthèse bibliographique sur l'auto-échauffement et la combustion des terris dans le monde. Occurrence des feux de terri à travers le monde. À titre introductif, précisons qu'un terri est un ouvrage de dépôt de résidus miniers. Les terris houillés, issus de l'extraction du charbon, renferment principalement des éléments de roches encaissantes, schiste, grès, argile, des restes de charbon ainsi parfois que divers résidus d'origine minière, bois de mine, huile de carter, carcasses métalliques. Oui, même les carcasses, elles vont fondre dans ce machin-là. Par ailleurs, les terris ont diverses appellations de par le monde, à commencer par le terme wallon terri ou terri, qui daterait du XIVe siècle et qui serait à l'origine du nom français. Alors ça c'est très très drôle parce que, entre parenthèses, nous avons le document de référence et l'auteur, Thierry. Thierry, donc aucun rapport, mais c'est quand même étonnant, comme la matrice joue avec nous. L'origine du nom français, lequel est d'ailleurs encore orthographié Terry, T-E-2-R-I, dans le nord de la France. Dans le sud, on parle plutôt de crassier. C'est la même chose, un terri ou un crassier. Le terme terri a donné le russe terricone à la suite de la venue d'ingénieurs français en Russie au début du XXe siècle. En anglais, les appellations les plus classiques sont heap, slag heap, dump, spoil, waste tip, mais on trouve également bing en Écosse ainsi que dans les pays nordiques ou encore gob, culm ou bonny aux États-Unis. Auto-échauffement et autocombustion. Tout solide combustible et oxydable, bois, papier, charbon, tourbe, produits agroalimentaires, matières plastiques, peut entrer en auto-échauffement dès lors qu'il est stocké, manutentionné ou traité dans un environnement et dans des conditions physiochimiques adéquates, notamment sous terre. Et voici le modèle conceptuel de la combustion du terri de la mine Eliška, en Tchéquie, le tchèque c'est imprononçable, il faut connaître. Au stade précoce d'échauffement, on voit des strates comme ça, avec du coke et du charbon à moitié brûlé au milieu de zones échauffées. La partie la plus importante en grisé, c'est le tas de déchets miniers. Et puis en rouge, la zone de brûlage, en B, et un apport d'oxygène constant par les trous qui sont formés. Ensuite, l'eau s'infiltre, on est en C, dégagement d'oxygène. Et puis un affaissement aussi vraisemblablement, qui n'est pas noté ici, avec toujours des zones qui brûlent. Les présences de zones chaudes, ici mises en évidence de façon conceptuelle par visualisation infrarouge, au 5e jour. Les parties bleu foncé, c'est 30 degrés, bleu clair, c'est 40, donc en surface, c'est chaud. Puis la chaleur gagne et rentre, selon les matériaux, on a des choses différentes, et on arrive jusqu'à 80 degrés avec le rouge, entre 60 et 70 jaune orangé. Mais ça peut aller jusqu'à 100 degrés. En 100 degrés, vous me direz c'est rien, mais ça c'est quand c'est maîtrisé. Lors des événements, là, c'était de la lave en fusion, donc c'était des 1000 degrés, je ne sais plus. Et ici, on a une modélisation des glissements de terrain, de terris en combustion, avec manifestement ces flèches qui descendent du ciel, c'est de la pluie qui fragilise. Et ce que nous avons là,
les flèches qui viennent du sol le long de la cheminée. Vraiment, ça ressemble tout à fait à ce qui se passerait avec un volcan dit naturel. Phénomènes dangereux ou impactants, écoutez comment ils sont qualifiés. Effet thermique, brûlure de piétons, brûlure de petits animaux, inflammation de gaz, de pyrolyse, incendie du couvert végétal, explosions et projections dues à l'inflammation de poussière et de gaz, instabilité, éboulement de talus chauds avec épandage dynamique de type nuées ardentes, épandage dynamique de type nuées ardentes. Oui, parfaitement, oui. Coulée de lave. Tassement et affaissement de constructions implantées sur des remblais en combustion. Donc là, si on se fait une image de la chose, ça nous évoque tout à fait une petite coulée de lave, une petite éruption volcanique, à petite échelle, forcément. Oui, puisqu'on a un changement d'échelle entre ces volcans dits naturels et ces terris. Même si certains sont très grands, les volcans sont encore plus grands. Là, on a quelques images sous la surface. Zones en combustion sous la surface de terris houillés. Et ça, c'est pas de la lave. Ça, ce sont des matières incandescentes issues de l'industrie minière. Dites-moi la différence, les amis. Plusieurs explosions de terris en combustion se sont déjà produites. Explosion de terris en combustion. Éruption volcanique. Glissement de terrain. Et là, on a un petit entrefilet, justement, sur Nakhalovka, en Ukraine. Un important glissement de terrain s'est produit en 1966 dans un terri de charbon en combustion de la ville de Nakhalovka, dans la région du Donbass. Une partie du terri s'est ouverte et les matériaux se sont effondrés sur les zones habitées à la manière d'une éruption volcanique, ont déclaré des témoins. À la manière d'eux, selon des témoins. Vous notez les précautions. Plusieurs accidents similaires se sont également produits dans le bassin houillé de Donetsk. Bon, puis il y en a eu d'autres, glissement de terrain, glissement de masse instable, matériaux brûlés et imbrûlés, des blocs de schiste et de cendres incandescentes. Cendres incandescentes. Lave. On trouve des petits trucs intéressants ça et là. National Geographic, ça c'est du sérieux. En 1600, l'éruption de ce volcan a provoqué un hiver volcanique en Russie. Hiver volcanique. Ça vous rappelle peut-être hiver nucléaire, avec cette théorie qu'autour de, entre le XVIIe et le XIXe siècle, 1820, il y aurait eu un hiver nucléaire. Oui, c'est encore les Russes qui disent ça. Nous, on parle pas du tout ce genre de choses, mais il y a eu des événements. À la fin du XVIe siècle, bon, donc là on est en 1500, c'est un peu différent, mais il y a un volcan péruvien qui entre en éruption. Ailleurs, on lit qu'au XIXe siècle, il y a un volcan indonésien. Et avec toutes ces cendres, ça a provoqué un hiver terrible. L'amplitude de cette éruption fut impressionnante pour un volcan de cette taille, tiens donc. De ce cataclysme et cette obstruction solaire s'ensuivit un hiver volcanique. Et le tiers de la population périt, si ça vous rappelle quelque chose. Ouais, c'est le tiers ou les deux tiers, vous voyez, toujours, c'est 33 ou 66, Ouais, ça se reproduit régulièrement, ces événements. Et écoutez ça, pour comprendre le phénomène des éclairs au-dessus des volcans, le volcanologue Chimarelli a cherché à reproduire la foudre volcanique en laboratoire.
Tiens donc, son équipe a reconstitué les éclairs qui apparaissent au début d'une éruption près de la cheminée du volcan. Éclairs reconstitués. Non mais sans blague. Contrairement à son cousin l'orage, le rat des villes, le rat des champs, la foudre volcanique est causée par l'interaction de très fines particules de cendres. Naturelles ou minières? Bon, on pourrait lire tout l'ensemble, évidemment, on apprendrait certainement des choses, mais voici des pistes de recherche pour vous. Et à propos de lave, cet entrefilet, l'écoulement sanglant dans l'Antarctique. Ah oui, non mais c'est juste du fer. Ah ouais? Mais c'est intéressant quand même. Et puisqu'on a été dans les éclairs, regardez ça, l'oxygène perd un électron et crée un champ électrique. Certains témoignages parlent de boules de feu, d'autres parlent de météores ou encore d'aurores polaires, aurore boréale, comprenez. Et ça, c'est au moment des séismes, des tremblements de terre. Alors d'abord on a dit que c'était des légendes, après on a ridiculisé les gens, et ensuite on a gardé une toute petite partie des témoignages qui semblaient fiables, mais il y en a quand même. Électrons, liaison chimique, champ électrique, et ben vous savez que derrière la chimie, sous la chimie, il y a l'électronique. Bah oui, la chimie c'est une affaire d'électrons, de liaison, hydrogène, et donc la chimie et l'électronique, la chimie et l'électricité, ce ne sont pas des choses différentes. Donc en fait, les cloisonnements qui ont été faits dans notre esprit, entre les différents règnes, entre la chimie, l'électricité, entre le visible et le non visible, tout ça, ce sont des cloisonnements qui ont été construits pour que nous n'accédions pas à un niveau de vérité plus évident qui est sous nos yeux, et pour nous faire constamment nier le témoignage de nos yeux, de nos propres sens. Plus on est éduqué, soit on est un idiot utile, soit on est un initié, plus on est éduqué, plus on apprend à nier le témoignage de nos propres sens et à ridiculiser ceux qui arrivent à faire des analogies évidentes entre les choses. Parfois hâtives, mais tout à fait pertinentes. Oui, j'ai jugé approprié de vous mettre un petit peu de musique des Flandres. Là, c'est la piternelle. Oui, c'est une danse du Nord. Pour regarder des terris. Alors, les terris, c'est du Nord, mais on a aussi des crassiers. Saint-Étienne, Decazeville, Marseille, Épinac-les-Mines en Saône-et-Loire, Saint-Éloi-les-Mines dans l'Allier. Des mines, il y en avait partout en France. Il y en avait jusqu'à Raziguères ou dans les environs. Raziguères, arrière-pays de la côte des Pyrénées-Orientales. Mais nous n'avons pas tout à fait terminé avec ces terris. Je voudrais encore que nous regardions ceci. Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Des terris du Nord, Oigny, Hénin-Beaumont, Los Angoël.
Ouais, que des noms qui font rêver, en effet. Lampiste, m'chot lampiste, m'lampe elle va bien, mais m'y suis triste. Lampiste, m'chot lampiste, garde à tes mains, m'lampe elle va bien. Saint-Étienne, voilà comment c'est quand ça a repoussé. C'est très, très naturel. Mais on dirait les pyramides de Chine, ou de Bosnie, ou des paysages d'Amérique du Sud. Rive méditerranéenne, un livre sur l'histoire des crassiers des usines d'alumine de Marseille au XXe siècle. Aluminium. Le crassier de Vitrolles, les mines de Rochebelle. Rochebelle, belle roche, ouais. Alors à se demander bien sûr au passage si les volcans d'Auvergne, un bien naturel entre guillemets, universel, oui, est-ce que ce sont des crassiers Mais nous y reviendrons. Ces volcans-là méritent toute notre attention. Et puis ce sont les nôtres, n'est-ce pas? Puis regardons quelques-unes de ces images anciennes, cartes postales touristiques de notre beau pays de France. Ces crassiers sur fond de paysages vallonnés, non pas wallonnés, pas à Wallonie, le paysage de la grande moitié sud. Des mines, il y en a eu partout. Alors regardons quelques-unes de ces images anciennes, sur fond de musique à danser des Flandres, et une pensée toute particulière pour tous ces hommes qui ont laissé leur belle jeunesse, leur belle santé, et plus souvent qu'à leur tour leur vie, au fond de ces boyaux de l'enfer, pour la gloire du grand capital. Paix à leur âme. Alors là, bien sûr, il y a des digressions assez souvent sur les anciennes civilisations très avancées. Qui ont été ou n'ont pas été, ont-elles été anciennes, ont-elles été avancées? À chaque fois que quelque chose est ancien, c'est juste quelque chose qui a été caché, c'est une autre histoire qui nous est racontée. Là, nous allons examiner, vue du ciel, de ces trous, de ces cratères, de ces cônes. Alors tous ces volcans qui ressemblent à des volcans et qui rentrent en éruption, eh bien, une éruption volcanique n'est pas la preuve d'un volcan, puisque nous avons vu que pour la catastrophe de Naralovka, on a parlé d'éruption volcanique, de glissement de terrain, de matières incandescentes. Dans le cas d'un volcan, on aurait parlé de coulée de lave. Vous voyez, tout ça, c'est de la programmation par le langage. Alors, on va voir qu'il y a de nombreux endroits où il y a des collines, notamment les collines peintes de Chine, les collines peintes d'Amérique du Sud. Il y a beaucoup de paysages avec des collines ou avec des cratères que nous pouvons regarder absolument différemment une fois que nous avons déjà étudié la question. Alors je conseille, arrivé à ce stade, aux gens qui n'ont pas vu l'intégralité de l'émission « La Terre, une carrière à ciel ouvert » dans sa version originale en anglais par la jeune femme russe ou dans sa traduction, je vous conseille absolument de prendre connaissance de cette émission avant d'aller plus loin. Et nous allons voir des paysages qui ressemblent à s'y méprendre à d'anciennes carrières sur lesquelles la végétation a repoussé, qui vous ont un petit air naturel du plus bel effet. Donc l'hypothèse affirmée et assumée, c'est que toutes ces merveilles naturelles sont en fait d'anciennes carrières, des restes d'exploitation minière, dont on peut trouver des traces absolument partout, et à chaque fois, alors c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'humour là-dedans, à chaque fois qu'il y a une ancienne carrière laissée à l'abandon, avec ses coulées, enfin nous allons voir tout un tas de signes, à la fois d'exploitation et de retraitement. À chaque fois que ces carrières ont été abandonnées, elles finissent par être classées merveilles naturelles, parc national, etc. Nous allons voir aussi beaucoup de couleurs, en plus des formes étranges. Eh bien, ces couleurs peuvent signer la présence d'éléments chimiques
le fer, le cuivre, enfin tous ces oxydes métalliques qui donnent des couleurs, une couleur dominante ou plusieurs couleurs. Nous allons voir ça. Donc l'hypothèse, c'est que aucun de ces paysages naturels que nous contemplons n'est véritablement naturel. Ce sont les résultats d'une exploitation minière à très grande échelle d'un paysage qui autrefois fut peut-être naturel, mais ce que nous avons sous les yeux et qui nous est présenté comme collines, paysages minéraux, formations naturelles, tectonique des plaques, tout ça est une mystification complète autour d'une histoire qui est beaucoup plus prosaïque et beaucoup plus matérialiste, avec des civilisations ou une qui a avidement exploité la terre. Alors là, nous avons effectivement une roche qui semble avoir été forée, percée à la cloche ou tunnelier, allez savoir, et qui a à la fois été taillée et fondue par la chaleur. On a une arête tout du long qui évoque le forage, qui évoque la machine. C'est très net. Et peut-être même, on reparlera des pierres qui ont été fondues ou qui ont été moulées. Peut-être que tout ça a été foré dans un matériau qui n'était même pas aussi dur qu'il est maintenant. En fait, là, on dirait une argile qui aurait cuit, surtout avec la couleur. Là, nous avons également des traces d'outils, des traces rectilignes, qu'on voit bien ici, mais à une échelle plus grande que la nôtre, même avec des engins gigantesques tels qu'on les a maintenant. On pourrait peut-être faire ces choses-là, absolument, mais avec les plus gros des engins qui sont actuellement sur le marché de l'industrie minière. Alors quand on regarde l'ensemble, ça paraît pas du tout naturel. Alors on a des traces soit d'érosion à l'intérieur, les petits trous, soit c'est de la matière minérale ou minérale qui fut autrefois soit végétale, soit animale, mais en tout cas, comme dit l'autre, 100% organique. Donc ce qu'on regarde là, c'est de l'os fossilisé ou fossilisation express des parties molles également. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses. Et nous aurons certainement l'occasion de revenir sur la question de la fossilisation des parties molles et de la substitution nucléophile, qui est le phénomène par lequel de la matière organique devient minérale par la substitution de matériaux organiques par du matériau minéral, siliceux ou calcaire, c'est-à-dire carbonique. Alors pour notre amie, ces choses-là pourraient être naturelles parce que pour elle, ce sont des pierres qui ont été cultivées. On ne comprend pas très bien le raisonnement. Si ça a été cultivé, ils n'auraient pas fait pousser droit, ou alors dans des moules. Mais vraisemblablement, ça a été creusé. Et peut-être que quand ces pierres ont été cultivées, elles étaient plus molles. C'était un stade où elles étaient plus molles. Pourquoi pas ? Comme ces murs cyclopéens ajustés si parfaitement, s'ils ont été moulés, ça explique leur joint parfait. Et s'ils ont été coupés dans de la matière molle, comme on couperait dans de la viande, par exemple, qui après fossiliserait, ça s'explique aussi très bien, même si l'explication peut paraître fantasque. Et bien sûr, là, elle nous renvoie à son émission « Les mégalithes cultivés », que je vous conseille également d'avoir vu avant de poursuivre. Alors, on a des surfaces douces, comme on voit ici, mais sur des verticales. Les surfaces sont adoucies, mais il y a des arêtes très nettes. Et ça semble véritablement être des forages. Alors pourquoi ont-ils été faits comme ça ? Je n'en sais rien. Mais on n'a pas d'érosion sur les arêtes et les angles. On n'a pas d'érosion sur les surfaces verticales. Donc nous avons cette arête-là qui est très nette. Mais celle qu'on ne voit pas sur cette photo et qui est à droite, qui est située là en haut, est encore plus nette. Alors avec cette idée qu'un forage aurait, en faisant chauffer le matériau, qui semble ici vraiment être comme de l'argile en fait, ce forage aurait repoussé sur la gauche légèrement le matériau en le chauffant et aurait produit cette espèce d'arête. C'est pas bête du tout. On imagine ça dans un matériau souple et ça prend tout son sens. Alors, il y a ces murs, ces grandes parois verticales qui ne s'érodent pas dans le sens naturel de la pierre. Mais ça dépend de la structure de la pierre. Si c'est en feuillet, si c'est en rhomboïde, ça c'est difficile à déterminer. Et ça pose la question de qu'est-ce qui a structuré la pierre ?
des feuillets verticaux, des feuillets horizontaux, des agglomérats de cailloux. Ça, c'est encore des questions que nous devrions poser à des spécialistes et à nos yeux aussi. Là, nous avons une comparaison entre une érosion naturelle, pourquoi pas, oui, à gauche, et un mur plat, avec des traînées horizontales. Là, notre ami nous dit que dans l'exploitation minière actuelle, on a des murs, des parois vraiment planes, après que les excavatrices et autres tronçonneuses de pierre soient passées. Donc le mur est coupé et au sol, nous avons une surface plane de façon à pouvoir faire circuler ces énormes machines qui marchent sur chenillettes et qui doivent être à niveau. Donc là, c'est ce que nous avons. Nous avons un plan parfaitement plat. Alors là, nous allons parler des fameux amphithéâtres, des amphithéâtres naturels bien sûr. Et nous avons cette image fascinante d'une excavatrice géante qui tourne, qui travaille de façon concentrique. C'est-à-dire qu'elle tourne sur elle-même et elle crée des amphithéâtres en désagrégeant la pierre et les différents matériaux. De là, bien sûr, nous sautions à cette photo absolument extraordinaire des amphithéâtres naturels dans l'Antarctique. Oui, absolument. Alors, j'ai pas réussi à retrouver la photo. C'était, bien sûr, ça venait d'un site complotiste qui mettait en ligne des photos de l'Antarctique. Ça, c'était une image extraite d'une vidéo. Et quelqu'un avait analysé cette vidéo. Alors la façon de nous présenter cette image n'était pas tout à fait assez nette, d'autant que comme ma propre qualité d'image n'était pas assez bonne, je ne pouvais pas agrandir, alors je l'ai fait. Les petits traits verts, c'est elle qui les a mis, je suppose, pour faire comme des petites flèches. J'ai mis des astérisques rouges au centre de chaque amphithéâtre. Alors c'est vrai qu'ils ont tous la même taille, quasiment, où ce sont des sections, ils se mangent les uns les autres, et ça ressemble vraiment à de l'exploitation minière. Elle nous fait absolument remarquer que ce qu'on nous dit être de l'érosion, des vents tournants qui auraient érodé tout ça, exactement de la même manière. Ils n'ont pas adouci les arêtes entre les jonctions des amphithéâtres. Donc on nous prend vraiment pour des abrutis, quoi. Mais si personne ne regarde, ça se passe très bien.
Bon, l'analyse est assez longue, mais elle nous donne la version officielle qui est que ce sont des vents et des microclimats. Alors des vents qui soufflent partout où il faudrait, quoi. Enfin, ils soufflent dans un sens à un endroit, dans un sens à un autre. Et ils creusent des amphithéâtres identiques un peu partout. Alors il y a de quoi se demander, effectivement, pour ces amphithéâtres naturels. Là, nous avons encore dans l'Antarctique le lit d'une rivière, absolument plat, comme on a remarqué tout à l'heure, ce qui est nécessaire pour les excavatrices. Une excavatrice qui, en l'occurrence, ne se déplacerait pas en tournant sur son pivot central, mais latéralement sur ses chenillettes. Et les tas de cailloux, de matériaux qu'on voit, se sont érodés du sommet. Mais on a des parois qui sont droites. C'est pas un lit de rivière, ça, pas du tout. Et on a beaucoup de canyons qui ressemblent à ça. Alors, dans des lits de rivière ou en monticules isolés, on a des parois qui sont relativement verticales, adoucies en bas par ces tas de gravats qui font presque une petite pente, sauf que c'est pas une pente. Et au-dessus, la végétation ou ce qui n'a pas été arasé, le sommet n'ayant pas été arasé, par exemple. Bon là, j'ai pas très bien compris sur l'image suivante, qui se trouve encore en Antarctique, là où il y a pu y avoir ces fameux amphithéâtres. Enfin, c'est pas exactement au même endroit visiblement. On a des traces qui pourraient être des traces d'engins. Ça ressemble aussi à des glaciers qui fondent, mais elle nous explique de plusieurs manières que j'ai pas bien saisi, que c'est pas très logique ces traces, et qu'en plus, alors là ce serait bien d'arriver à voir plus nettement, une meilleure qualité d'image, les traces s'entrecroisent, ce qui semble assez impossible. Donc ce seraient des traces d'engins de chantier. Alors l'Antarctique, bien sûr, mériterait des volumes entiers. C'est l'endroit où on n'a pas le droit d'aller, sous prétexte que nous les gens ordinaires, on va aller y faire la guerre, c'est sûr, c'est certain. Donc il y a d'énormes enjeux en Antarctique et ça semble être la porte de sortie de notre monde cratère, possiblement. La porte de sortie pour sortir d'ici. Mais ce n'est pas nous qui entrons et sortons d'un monde à l'autre, évidemment. Donc là, on voit cette excavatrice de près, ce sont des dents, un disque qui roule comme ça. Et ce qu'on voit à l'arrière-plan, ce sont des montagnes, enfin des canyons, enfin ce qui reste une fois que l'excavatrice est passée, quand celle-ci travaille non pas en cercle concentrique, mais en ligne. Et on a des angles droits, là où les trajectoires se rencontrent, ce qui semble peu naturel. Mais vu comme ça, bon ça c'est une carrière, mais derrière ça ressemble tout à fait à un canyon. Et là, en gardant à l'esprit cette forme que nous voyons à l'arrière-plan, notre ami nous demande de regarder ceci. Ça, c'est une merveille naturelle d'un de ces fameux parcs, alors je ne sais pas où malheureusement. Ce que je regrette, c'est que c'est très peu référencé et j'ai dû trouver moi-même les lieux qu'elle nous présente. Peut-être qu'elle-même n'a pas cherché plus avant, je ne sais pas. Notamment l'inénarrable Talampaya. Alors ça s'écrit Talampaya et c'est en Argentine. On va en voir quelques images, ce sera vraiment pas inintéressant d'autres points de vue. Parc national Talampaya. Donc j'ai vraiment galéré pour le trouver. Alors, nous voyons ces formations spécifiques. Il y a des cheminées de sorcières ou je ne sais pas. Puis ces murs droits. Voilà, ça nous permet de jeter un petit coup d'œil aussi. Bien, en attendant, cette magnifique pyramide naturelle ressemble, à s'y méprendre, à un morceau qui aurait été extrait à outrance, d'une taille variable, peut-être immense, et dont il ne reste plus que le cœur. Pourquoi? Oui, on peut se demander pourquoi ça n'a pas été purement et simplement détruit. Et des complotistes portés sur les civilisations anciennes y verront certainement une pyramide pétrifiée, fondue, transformée par des armes électromagnétiques à plasma. C'est-à-dire que chacun peut voir midi à sa porte avec toutes ces choses-là. Ça fait partie, je pense, du piège mental dans lequel nous nous trouvons aussi. Nous allons voir d'autres mastabas naturels qui vont tout à fait dans le sens de ce que nous venons de voir. Ça fait toujours de très belles photos, c'est sûr.
Bon, ça, ce sont des mines modernes à étagement qui nous rappellent exactement, eh bien oui, des rizières chinoises anciennes ou des civilisations précolombiennes avec leurs fameuses terrasses où tout a repoussé, c'est bien verdoyant. Mais là, c'est au stade carrière. Et en regard, elle nous met des photos de paysages naturels, ces fameux parcs des États-Unis, le Grand Canyon où il y a eu de l'exploitation d'uranium. Et cette photo absolument extraordinaire où l'on voit, si on sait voir, ça je crois que c'est aussi le Grand Canyon, les fameux amphithéâtres. Elle nous fait remarquer de bien prêter attention au fait que ces différents amphithéâtres ont la même taille. Là, nous avons une comparaison entre une érosion naturelle, pourquoi pas, et un mur plat. Avec des traînées horizontales. Mais ça, j'allais dire, ça dépend de la structure même de la roche. Pour moi, c'est pas si concluant. Là, notre ami nous dit que dans l'exploitation minière actuelle, on a des murs, des parois vraiment planes, après que les excavatrices et autres tronçonneuses de pierre soient passées. Donc le mur est coupé et au sol, nous avons une surface plane de façon à pouvoir faire circuler ces énormes machines qui marchent sur chenillettes et qui doivent être à niveau. Alors après la phase exploitation, avec les excavatrices qui réclament un sol plat, qui font soit des étagements, soit des murs droits, enfin les excavatrices, je ne sais pas, mais en tout cas les engins d'extraction minière démesurés, qu'on peut imaginer. Après la phase exploitation vient la phase de retraitement des déchets. Et là, nous allons commencer à nous amuser, vous allez voir. Nous intéressons à cette petite colline de Yakoutie. D'ailleurs, on voit que dans le fond, il y en a peut-être d'autres. La Yakoutie, c'est, je sais pas, dans Sibérie, enfin, dans les ex-républiques russes, très très loin de tout. Là où officiellement, il n'y a pas d'exploitation minière. Voici cette colline dont on nous précise que les matériaux qui la composent sont exactement comparables à ceux qui composent des terris, des crassiers, des tas de scories. Alors dans cette image où on a les petits personnages, on voit bien que le sol est très plat, et qu'on a une pente tout à fait conforme à un écoulement de gravier, de cailloux. Alors voici comment sont traités les déchets. Parfois, ils sont stockés en monticules. Oui, c'est ça, ils sont empilés en pyramide, en cône, comme un volcan. Il y a une autre façon de les disposer aussi, qui est en longue ligne, rectiligne ou pas. Ça nous est souvent présenté comme des formations naturelles. Alors il faut bien noter aussi, et elle le précise, que ces formations longilignes et parallèles peuvent avoir différents propos, notamment de l'irrigation, du drainage, et que ça doit être étudié vraiment au cas par cas. Mais de toute manière, ce sont des paysages qui ont été façonnés par l'homme, mais de toute évidence. Enfin l'homme, en tout cas, qui ont été façonnés par une volonté technique et technologique. Et parfois, il n'y a ni ligne ni cône, les déchets sont juste déchargés, ce qui peut nous faire penser justement à tous ces petits monticules, très proches les uns des autres, au lieu d'un grand cône de volcan, majestueux, immense et unique. Alors ça ressemble à un paysage de colline, mais c'est stérile, ou relativement stérile pendant très longtemps, avec une structure homogène et non compacte. Alors j'avais pris cette image pour une image faite par intelligence artificielle, par une illustration, ça ressemble vraiment, mais non, pas du tout. C'est un parc aux États-Unis, si je ne m'abuse. Alors il y a une autre façon de se débarrasser des déchets et de les recycler, et c'est la forme classique de colline aplatie. On a vu ça, d'enlever le sommet du cône pour éviter des éruptions, des échauffements. On l'a vu à propos de Nakhalovka. Alors ça peut être des collines telles qu'un volcan tronqué, mais ça peut être de forme allongée ou variable.
Et voilà quelques exemples possibles dans des paysages dits naturels. Alors malheureusement, à chaque fois qu'elle nous montre des images et qu'elle nous les commente, elle ne nous dit pas où c'est, ou pas assez précisément. Mais elle ajoute, et c'est tout à fait vrai, que des choses comme ça, il y en a partout sur la Terre. Partout. Donc là, retour en Yakoutie, où on nous précise, même si les photos ne le montrent pas vraiment, que plusieurs sommets de collines sont à raser, d'autres non, et que bien qu'il n'y ait pas d'histoire officielle à propos d'une quelconque exploitation minière, nous voyons bien la surface quasiment lunaire de ces monticules de déchets. Petite comparaison forcément avec le plateau de Nazca, qui est un monticule de composition homogène en plateau, mais vraiment plat. Alors ça pose question, effectivement. Est-ce que ça a été arasé ou est-ce que ça a été construit de façon à avoir un plateau à niveau ? Bien sûr, sur ces sites très anciens, on trouvera très souvent des pétroglyphes de très grande taille ou juste des gravures. Et là, est-ce que c'est pour faire parler les curieux ou... Bon, ça ressemble à un plan de piste d'atterrissage, mais qui serait élégant. Oui, puis il n'y aurait pas tous ces trucs au sol, et ça dessinerait quelque chose de relativement symétrique, pas totalement cependant. Et à côté, nous avons aussi d'autres traces. Il y a d'autres pétroglyphes que ceux de Nazca, et puis il y a les moins connus. Mais bon, tout ça, par qui cela a-t-il été fait? Pourquoi? Ce ne sont peut-être que des labyrinthes de faux semblants. Mais sur le plateau de Nazca, il y a cette longue piste d'atterrissage, ce long sommet à raser de façon tout à fait rectiligne, qui pose question. Alors là, nous avons parlé des montagnes de déchets à raser, mais il y a également une forme d'exploitation minière qui consiste à commencer par le sommet. D'une manière comme d'une autre, on est dans l'exploitation minière. Alors voici à quoi ressemblent les collines de sous-produits d'extraction minière, là sous la forme de merveilles naturelles, retournées à un état sauvage relatif après un temps certain, ça c'est l'hypothèse. Et puis là nous avons les carrières plus récentes ou en activité qui deviendront, le temps passant et la végétation repoussant, à peu près les mêmes choses. Alors là, les photos qui sont montrées ne sont pas exactement comparables. Moi, j'aurais choisi plutôt des terris, des choses comme ça. Alors là, nous allons reparler des pierres cultivées, des mégalithes cultivés. Nous voyons des formes de champignons. Théoriquement, le champignon est un végétal, mais un végétal assez spécial, à la frange. C'est pas vraiment une plante, c'est pas vraiment un arbre. Et nous avons de ces formations de concrétion de sel, notamment, ou de calcaire, qui ressemblent à des champignons. Alors ça, c'est une forme, j'allais dire, du vivant. C'est une forme qui est née du mouvement, alors qu'elle s'inscrive dans une configuration minérale, animale ou végétale. Les formes sont les mêmes. C'est une forme de convection à plusieurs niveaux, une forme de vortex dans 3 dimensions. Et nous avons vu dans mes émissions, non pas dans les siennes, mais que ce cloisonnement mental qui est fait entre les 3 règnes est, comme le reste, destiné à fausser notre jugement et à empêcher toute pensée véritablement synthétique. Mais des champignons et de ces formations assez extraordinaires, nous passons aux boules et au moulage. Oui, parce que nous parlions de pierres cultivées, parlons aussi de pierres moulées. Et regardons le retraitement des scories. Voilà qui va encore nous amener des comparaisons intéressantes telles que vues un peu plus tôt entre la lave, les matériaux fondus, différents sels, différents déchets d'industrie et leurs propriétés colorantes, notamment, dues à la présence d'oxydes divers, de métaux, et comme disait l'autre à propos de l'Ukraine, de la totalité du tableau périodique des éléments. Alors là, nous avons des concrétions qui peuvent être soit des boules d'interstitium, donc qui ont été de la biologie, soit tout à fait autre chose, beaucoup plus prosaïque. Et nous voyons ici la séquence du démoulage d'un pot à scories. Un creuset, non pas pour des matières nobles, or, cuivre, étain, argent, fer. Non, ici on fait fondre tout simplement des déchets. Démoulage d'une fonte de scories. D'édifiant. Et nous allons nous faire plaisir et en regarder quelques-unes. Alors nous avons des formes de creusets tronconiques et nous avons des formes en cloche, bien arrondies,
Mais nous n'avons pas encore parlé des boules. Là, il s'agit de cloches ou de petits godets comme ça. Les boules alors, que sont-elles? Et bien surtout si elles ont cette fameuse structure avec une rainure au milieu. Vous allez voir dans un instant. Alors de ces boules, on en trouve effectivement partout sur la Terre. Ouais, de tailles différentes. Et ça s'appelle un broyeur à boulets. Nous reviendrons sur les différents types de boules parce que franchement ça pose question et elles ne sont pas toutes du même type. Mais regardons fonctionner ce broyeur à boulets. Tout simplement ça sert à broyer les matériaux en utilisant quelque chose de plus dur que le matériau. Donc voici un exemple, très joli, on dirait un peu des œufs oxydés, très belle. Voici ce qu'on peut trouver actuellement à l'achat sur internet. On voit même 2 images de broyeurs. Il y a des diamètres différents. Bon, celles-ci sont parfaitement rondes, mais on en a dont on voit le trait de moulage. Là par exemple, prise dans la roche. Alors est-ce de la roche ou est-ce de la roche comprimée, enfin ce qui est devenu de la roche, mais qui serait des déchets de scorie? C'est assez possible parce qu'il y a vraiment une différence de densité, de nature, une discontinuité en tout cas. Et puis c'est strie, c'est signé. Bon, ici on voit très nettement des effets d'usure. On voit aussi que certaines ne sont pas rondes, ce qui va nous évoquer d'autres structures dites merveilles naturelles. Bon, mais ce qu'il faut retenir, c'est que tous les types de boules mystérieux trouvés comme ça un peu partout ne se valent pas. Et qu'il va nous falloir les étudier tout à fait spécifiquement. Et je m'en promets beaucoup d'amusement. Bien, nous avons parlé de différents aspects techniques, nous avons parlé des carrières à ciel ouvert, mais certaines des merveilles naturelles de grottes qu'on nous fait visiter, qu'on nous vend avec beaucoup de rêves, pourraient tout simplement n'être que des carrières dont on a enlevé les boisements. Voilà une entrée de carrière, ancienne certes, mais avec ses bois. Et voici une grotte naturelle. C'est à peu près la même chose, il n'y a plus le bois, quoi. Et nous allons regarder avec elle quelques images. Le volet suivant va nous amener à en prendre plein les mirettes, avec ces collines peintes et déserts colorés que l'on trouve partout dans le monde. Et je vous promets que nous y reviendrons parce que j'ai fait une petite recherche sur le sujet et je suis encore tombée dans des méandres sans fin qui m'ont bien fait rêver, je dois dire, et nous rêverons ensemble. Pour l'instant, nous allons nous tenir à ce qui nous est présenté ici. Et là, nous sommes à nouveau dans le traitement sélectif des déchets de carrières tels qu'on les voit dans le petit encart de carrières modernes. Nous avons ces collines naturelles magnifiques, peintes, arc-en-ciel, et puis en dessous nous avons l'épandage de tas de scories, c'est-à-dire de matières inutilisées, suivant leur nature chimique, leur composition, on va dire, et donc elles auront des coloris différents. Bah oui, parce que tout ça, ça a été excavé, ça a été chauffé, ça a été broyé, donc d'une manière ou d'une autre purifié. Et oui, même les déchets sont purifiés. Alors nous voyons ici les collines peintes de Chine et la colline aux 7 couleurs ou colline arc-en-ciel du Pérou. C'est fascinant. Et voici une nouvelle façon de traiter les déchets. Le matériau liquide est rassemblé dans des bassins. Liquide, c'est-à-dire fondu. Et tout simplement coulé. Et regardez, l'analogie est proprement stupéfiante. Alors, il y a certainement des effets d'érosion, il y a sans doute, ou peut-être même pas, mais il y a sans doute des choses qui sont naturelles et d'autres qui ne le sont pas.
et on voit aussi que là où il y a ces formations, ces lacs salins, nous avons aussi à proximité des volcans, nous avons des couleurs, c'est-à-dire que tout se retrouve concentré en un lieu. Le cône de déchets qui deviendra un volcan, le lac sulfureux avec ses couleurs et les collines peintes, par exemple. On a des configurations comme ça un peu partout et nous ferons le tour des parcs naturels du monde et de ces endroits fantastiques, classés parcs ou pas, pour nous intéresser à la présence concomitante de différents aspects de déchets miniers possibles. Par exemple, le Yellowstone, où nous avons des couleurs liées à la présence de soufre. Avons-nous également des canyons avec un fond bien plat et des murs bien droits? Avons-nous des volcans? Avons-nous différents types de choses qui évoquent le site minier abandonné où la présence concentrée de minéraux a très très fortement influencé l'environnement en forme et en couleur? Et encore plus extraordinaire, le retraitement par coussin, par poche, par conteneur, qui est un mode de retraitement connu. Et là, notre ami extrapole un peu en disant, eh bien, le mégalithe est encore mou, soit chauffé avec des matériaux qui résistent à la chaleur, soit liquéfié par des réactifs chimiques. Et là, ça nous évoque vraiment l'imprimante 3D avec une buse de béton pour la construction. Ça ressemble un peu à ça. Nous l'avions vu dans La réalité, c'est pas ce que tu crois. Regardez, c'est bien carré. Enfin. Bien sûr, nous allons passer à la question des trous d'évier et des dolines et des trous de l'enfer, etc. Évidemment, ça nous évoque soit des forages faits à la cloche, pour certains, vraiment très très nets, ou des effondrements au-dessus de zones gigantesques d'exploitation minière non cartographiées. Alors certains sont vraiment stupéfiants parce que leurs parois sont lisses et d'autres non. Encore une fois, il faudrait étudier tout ça au cas par cas. Ça ne fait pas la une des journaux, mais ça fait des dizaines d'années qu'ils s'en ouvrent un peu partout. Alors ils sont rebouchés quand c'est en milieu urbain. Il y en a eu au Guatemala, est-ce que c'est au Guatemala City? Dans le même périmètre en 2016 et en 2020 peut-être bien. Il y en a eu au Japon, il y en a à plein d'endroits. On n'en parle pas trop. On parle des dolines, on nous les montre que quand leurs bords sont vraiment déchiquetés, qu'on peut penser que ce sont des glissements de terrain, des infiltrations de pluie acide dans des sous-sols calcaires, etc. Circuler, il n'y a rien à voir, tout est naturel. Enfin non, c'est le dérèglement climatique dû à l'homme, donc c'est encore de ta faute. Mais ces trucs-là, ces forages de 20 à 100 mètres de diamètre, non, là, c'est pas quelque chose sur lequel il faudrait trop attirer notre attention. Alors il y a de ces grottes un peu partout, et le gouffre de Padirac et toutes ces grottes à dinosaures, on en trouve un petit peu partout, et on attire notre attention justement sur les peintures rupestres ou l'homme antique ou je ne sais trop quoi, pour que nous ne regardions pas là où nous risquerions certainement de voir quelque chose de dérangeant. Alors la question c'est ça, est-ce un hasard si nous trouvons ce genre de paysage, que ce soit des déserts, des collines peintes, des gouffres, des grottes, si nous trouvons ça sur tous les continents? Et la question suivante, est-ce que notre Terre, ce que nous connaissons de la nature de notre Terre, n'est que le résidu d'une exploitation minière à outrance, à une échelle métrique, je veux dire, sans commune mesure avec nos dimensions à nous. C'est-à-dire que toutes les dimensions ont été démultipliées. Alors ça, c'est vraiment une question qui bouleverse complètement notre vision de la réalité. Depuis 4 ou 5 ans que nous avons pris connaissance de ça, pour ceux qui en ont pris connaissance, ça a changé beaucoup de choses pour nous. Mais la question reste quand même ouverte. Et elle a, comme toutes ces questions concernant la réalité à une telle échelle, elle a un potentiel d'éveil toujours renouvelé. Rappelez-vous que c'est toujours les questions qui nous réveillent, ce ne sont pas les réponses. Les réponses ont tendance à nous figer.
Bien sûr, un mot sur les pyramides qui ne seraient peut-être que des terris. Et puisqu'on parle de ces paysages qui se retrouvent partout sur la planète, eh bien, il est difficile de ne pas évoquer les pyramides qu'on retrouve partout. Et même cette fameuse pyramide de Bosnie qui aurait été... Alors non, ce n'est pas une construction qui a été peu à peu érodée, ce serait peut-être plus simple que ça. On l'a dit naturel, mais peut-être est-ce un géopolymère, c'est-à-dire un béton semi-naturel. Bon, peut-être que c'est quelque chose de fabriqué, non pas comme une construction. Non, c'est pas une construction, c'est juste un déchet. On nous vend les déchets comme des merveilles naturelles ou des vestiges très anciens de constructions mégalithiques d'anciennes civilisations. D'une façon comme d'une autre, on se fout de notre gueule. Alors, est-ce fondu? Sont-ce des scories? Ou est-ce cultivé? Cultivé pour tailler dedans, pour faire des choses? Et bien la question reste ouverte. Alors fondu, coulé, cultivé, taillé, construit, détruit. Bien sûr, nous n'avons fait qu'un tout petit tour d'horizon de toutes ces structures et paysages qu'on retrouve absolument partout. Certains sont plus mis en avant que d'autres. Leurs échelles diffèrent. Et oui, le canyon niçois, le Colorado provençal, etc. Leurs échelles et leur localisation varient, mais leur structure semble assez constante. Et à propos de forme et de couleur, nous n'avons vraiment pas fini notre voyage. Au contraire, nous venons à peine de le commencer.